Ok. Yofi, là aussi. Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on a le plaisir d'écouter Ariel Assaf. Et tu veux développer aujourd'hui le thème de Herzl. Il y a 102 ans, Théodore Herzl écrivait un roman utopique, Alkneuland. B. Chavod, vas-y. Bien, alors effectivement, c'est pour les 102 ans du livre Altenland. Et c'est pas pour découvrir Herzl, c'est surtout pour découvrir le bouquin, parce que sur Herzl, il y a encore beaucoup, beaucoup plus à dire. Je veux me concentrer sur ce livre Altenland. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Je vais lancer le diaporama. Attends. Pardon. Je me suis mal préparé. Voilà. Non, c'est bon. OK. On peut donc commencer. Non, tu peux mettre encore plus grand, Ariel. Ah, voilà. Bien, alors bonsoir tout le monde et on veut donc parler du livre de Theodor Herzl, Alt-Neuland, Pays ancien, pays nouveau. À la fin, je vous expliquerai pourquoi, parce que je suis en train d'essayer de rééditer ce livre. Je pense que c'est un livre qui mérite d'être lu, que beaucoup ne connaissent pas. Moi-même, je ne l'avais pas lu jusqu'à une dizaine d'années. Et je trouve que c'est un livre extraordinaire. Alors, je vais essayer de vous le présenter, mais je vais vous le présenter de façon succincte. Je ne vais bien sûr pas vous raconter tout, parce que sinon, vous n'allez plus le lire. Donc, je vais vous donner une idée un peu de ce qu'il y a dans le livre et essayer de vous faire envie de trouver le livre et de le lire. Alors, vous avez devant vous à droite la photo à Bâle de Herzl lors du premier congrès sioniste en 1897. Vous avez à gauche publicité pour ce congrès et vous voyez à gauche, c'est assez incroyable, c'est Moshe Rabbeinu qui tend le bâton du leadership à Herzl. Donc, Moshe Rabbeinu qui dit, OK, maintenant c'est ton tour. Vous voyez à gauche de l'image, en dessous de Moshe Rabbeinu, vous voyez les Juifs il y a 3500 ans. Et au-dessous de Herzl, vous voyez les Juifs modernes. Et donc, ce que Moshe a fait à l'époque de sortir les Juifs d'Égypte, c'est maintenant le rôle de Herzl de les sortir de l'exil. Et pour ce faire, Herzl écrit un livre, Der Judenstaat, l'État des Juifs, pardon. L'État des Juifs, qui est en fait un pamphlet politique. Il y en a déjà eu d'autres avant lui. Il y a Léo Pinsker, qui était le président des Jovetzion, qui avait écrit un livre qui s'appelait Auto-émancipation. Et Herzl a dit, je ne connaissais pas le livre de Pinsker, si je l'avais connu, j'aurais peut-être pas écrit le mien. Heureusement qu'Herzl a écrit le sien parce que Pinsker était très important dans le soutien aux Moshavot, aux villages agricoles, mais Herzl a créé quelque chose de beaucoup plus large et de vouloir vraiment faire un État, comme il l'a annoncé, qu'il a créé à Bâle en 1897, même si ça prendra encore 50 ans pour la réalisation. Alors, je veux donc parler du livre qu'il écrit après, quelques années plus tard. Il écrit un deuxième livre qu'il appelle Alt Neuland, Pays ancien, pays nouveau. Vous voyez à gauche le livre en allemand. Vous voyez à droite une des éditions en français, Altneuland, Theodor Herzl. Et au centre, vous voyez la traduction qui en a été faite en hébreu, parce qu'en hébreu, le livre a été traduit par Nahum Sokolov. Et il a cherché un nom, comment traduire Altneuland. Il n'a pas traduit par Eretz Yeshana Hadasha, pays ancien, pays nouveau, de façon littéraire. Il a traduit le livre Tel Aviv, en disant Tel, c'est une colline archéologique, c'est le passé. Aviv, c'est le printemps, c'est ce qui est nouveau, le renouveau. Et donc Tel Aviv, c'est le nom du livre. Maintenant, vous comprenez pourquoi la grande ville que le mouvement sioniste va construire en terre d'Israël va s'appeler Tel Aviv. Alors, Herzl, lui, est venu une seule fois en Eretz Israël, en 1898. C'est-à-dire qu'en 1897, il convoque à Bâle le premier congrès juif, et un an plus tard, il va en Israël. Pourquoi en 1898? Parce qu'il veut y rencontrer le Kaiser. Il y a l'empereur d'Allemagne qui arrive à Jérusalem pour inaugurer une église à Jérusalem, et Théodore Herzl qui rêve d'une rencontre avec le Kaiser pour parler sur le terrain d'une charte que l'État turc donnerait au peuple juif.
Et pensant que le Kaiser, l'empereur d'Allemagne, l'empereur Guillaume II d'Allemagne, entretient des liens privilégiés avec la Turquie, il pourra convaincre le sultan Abdelhamid. Et donc, vous voyez à droite Herzl sur le bateau, hein, qui vogue vers Eretz Israël dans le but de rencontrer l'empereur. Et vous le voyez à gauche, à Mikvé Israël, vous voyez Herzl qui rencontre l'empereur qui chevauche vers Jérusalem. Et là, l'empereur va lui dire qu'est-ce que vous voulez, monsieur Herzl? Et Herzl lui demande un entretien. Et l'empereur va répondre pas de problème, quand je serai à Jérusalem, venez à mon campement. Et Herzl aura son entretien avec l'empereur Guillaume d'Allemagne à Jérusalem. Dans la photo que vous voyez maintenant, vous voyez les accompagnateurs de Herzl à Jérusalem. Vous voyez derrière le Migdal David, la tour de David et la muraille de Jérusalem. Et à droite, vous voyez un mosaïque qui se trouve sur une maison à Tel Aviv, la maison de Nama Yechia Dahabi, qui était le voiturier qui a conduit Herzl dans son périple en Eretz Israël. Son périple a été assez limité. En fait, Herzl arrive au port de Yafo, il débarque, il va visiter les Moshavot, les villages agricoles qui sont pas loin de Yafo, il sera à Rishon LeZion, il sera à Mikvé Israël, et de là, il ira à Jérusalem. Au passage, il visitera Motza, qui est un village agricole sur la route de Jérusalem, mais il n'a pas visité la Galilée, il n'a pas visité le Negev, il est resté sur l'axe Yafo-Yerushalayim. Alors, Herzl, c'est un personnage qui a été très controversé. Alors, vous le voyez à droite à Port Saïd, ça c'est l'escale que fait le bateau qui l'emmène vers Eretz Israël fait une halte à Port Saïd, et pendant l'escale, vous le voyez chevaucher un âne blanc. Ça fait très messianique, on se rappelle ces prophéties qui annoncent que le Messie arrive à Jérusalem chevauchant un âne blanc. Je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas à dessein. Mais d'un autre côté, vous voyez un livre que j'ai à la maison qui s'appelle Meshichei HaSheker u'Mitnagdehem, les faux messies et leurs opposants. C'était sorti par une édition charédite de Machon Moroshet Ashkenaz. Et si vous regardez quels sont les faux messies dont parle ce livre, ça commence avec Otto Haïch, donc avec l'histoire de Jésus. Ça continue par Bar Korva. Ça continue. Après, je sautais plusieurs pages et j'ai mis la fin, parce que vous voyez les pages 156, j'ai sauté toutes les pages qui sont au milieu. J'ai juste copié le dernier faux messie en date, Théodore Herzl. Donc, c'est quelqu'un, effectivement, qui a été très décrié par le public juif. En fait, c'était très compliqué de convaincre les juifs du besoin de fonder un État. D'un côté, par les juifs assimilés et déjà bien qui jouissent de leurs droits du citoyen en Europe et qui ne voient pas du tout pourquoi aller dans un pays chaud, plein de cailloux et sous-développé. Et d'un autre côté, le public qui va dire non, public aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui Haredi, qui dit non, le Messie, c'est Dieu qui nous l'envoie. Tant que Dieu nous envoie pas un Messie qui sonne du grand chauffard, ben, on reste là où on est dans la galoute. Et donc, c'est très dur d'accepter Herzl. Beaucoup s'opposent à ces projets. Pardon? Non, ça, je dans le mauvais sens. OK. Alors, maintenant, on arrive donc au livre Alt Neueland. De quoi parle ce livre? Ce livre, en fait, c'est un roman utopique. C'est un genre littéraire qui marchait bien à l'époque. Un roman d'une utopie. Herzl va imaginer l'État d'Israël comme il sera dans 20 ans après lui. Beaucoup de choses dans son livre, qu'il voit dans son livre dans 20 ans, de l'avenir dans 20 ans, ont pris 50 ans ou 70 ans ou plus pour être réalisées. Mais on va en parler. Alors, l'histoire commence à Vienne. Je rappelle que Herzl a commencé comme juriste, mais très vite, il a vu qu'il n'y a pas d'avenir pour un juriste juif dans le système, dans l'Empire austro-hongrois, et qu'il n'arrivera jamais à monter en grade, à devenir juge, etc. Et donc, il y a quelqu'un le personnage, le héros de ce roman, Friedrich Löwenberg, ressemble beaucoup à Herzl. C'est un juif très éduqué, qui a fait de bonnes études, mais qui est complètement désœuvré parce qu'il ne peut pas trouver de boulot, étant donné qu'il est juif. Il ne peut pas trouver sa place dans la société. D'un autre côté, il est amoureux d'une jeune fille qui préfère se marier avec un juif qui a de l'argent. Oui, il y a des juifs qui ont de l'argent, pas tous sont des Friedrich Löwenberg. Et donc, il est
un, sans le sou, deuxièmement, dépité, malheureux à cause du mariage de sa bien-aimée. Et n'ayant pas d'avenir, il commence à broyer du noir et à penser au suicide, ce qui est malheureusement le sort de beaucoup de jeunes juifs à l'époque. Et alors il voit dans le journal une annonce qui annonce qu'il y a un personnage qui cherche quelqu'un qui est prêt à abandonner sa vie en Europe pour l'accompagner dans une aventure extraordinaire. Il s'agit de partir sur une île déserte à l'écart de la civilisation. Et en fait, c'est signé par Monsieur Nobody, Nobody, personne. Et, et Levenberg, qui n'a rien à perdre, décide de rencontrer ce Nobody. Donc il va rencontrer ce Nobody, qui lui explique qu'il c'est un aristocrate très riche, complètement misanthrope, il ne supporte plus la présence des humains qui sont trop bêtes. Il s'appelle Kingscourt, c'est un Américain d'origine allemande, et lui propose donc de se joindre à lui pour aller se retirer. Il a acheté un bateau privé, il a acheté une île. Sur l'île, il s'est fait construire une très belle villa. Et il invite, mais il cherche un homme de compagnie et il invite donc Lovenberg à venir l'accompagner sur cette île déserte, sans espoir de retour. Et Friedrich Lovenberg, n'ayant de toute façon pas d'espoir et pas d'attente de la vie, accepte de partir avec Kingscourt. Kingscourt lui demande est-ce que tu as besoin d'argent? Veux-tu que je te paye si tu as des dettes? Et non, Friedrich n'a pas besoin d'argent. Mais alors il se rappelle de quelque chose. Il se rappelle que quelques jours avant, il était allé au café et là-bas il avait vu un jeune garçon qui mendiait et il avait donné quelques pièces de monnaie qu'il avait dans sa poche, et quelques marques qui lui restaient, puisque de toute façon il veut en finir avec la vie. Et il avait vu ce garçon donner l'argent à son papa, qui était un colporteur qui venait d'Europe de l'Est. D'ailleurs, la famille s'appelle Litvak. Litvak, ça veut dire venant de Lituanie, comme Polak venant de Pologne. C'est le surnom que donnent les Juifs allemands. Et donc, vous voyez la photo maintenant du colporteur. Et Friedrich a donné ces quelques marques à ce petit garçon qui achète du pain et qui l'amène à sa famille, qui donne à son père. Il va acheter quelques pains, il rentre chez eux à la maison et il les accompagne et il voit la détresse totale de cette famille qui n'a plus d'argent pour se nourrir. La mère est affalée sur son lit, elle n'a plus la force de nourrir son bébé, Myriam, une petite fille. Et le propriétaire de l'appartement, c'est un taudis, veut les jeter à la porte. Bon, Friedrich compatit avec eux, il ne peut pas faire grand-chose, mais maintenant qu'il va partir avec ce riche excentrique, il dit à Kingston, oui, j'aurais besoin de 5000 gulden, 5000 pièces d'argent. Et Kingscourt lui donne avec plaisir, puisqu'il n'en a pas, c'est pas l'argent qui lui manque. Et c'est le salaire qui revient à ce jeune homme qui va l'accompagner dans sa retraite. Et donc, Friedrich Lovenberg fonce chez la famille Litvak et a mis l'argent dans une enveloppe. Il leur dit, j'ai amené des médicaments, mais ouvrez l'enveloppe juste quand je suis parti. Et il s'en va, il s'esquive rapidement et la famille découvre qu'il leur a donné une fortune pour régler plusieurs mois de leur loyer, plus de quoi vivre. Ils sont très contents, ils voudraient bien le remercier, seulement il a déjà disparu. Ce qui est intéressant, c'est que quand Friedrich a demandé à David, au petit garçon, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, ben, je voudrais partir en Palestine. Et qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ben, c'est notre pays, là-bas on pourra vivre heureux. C'est quoi, c'est quoi ces malades? C'est quoi la Palestine? C'est quoi notre pays? C'est quoi vivre heureux? Il comprend pas de quoi il s'agit. Et ça, c'est la fin de l'introduction du livre Altneuland. Donc, on a fini avec l'introduction. Pardon. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que Friedrich rejoint King's Court, ils embarquent sur le bateau, ils arrivent à Port Saïd. Là-bas, ils voient une ville florissante, les bateaux du monde entier qui relâchent à Port Saïd parce que c'est à la sortie du canal de Suez. Et, et alors, King's Court dit à Friedrich, mais qu'est-ce que tu penses d'aller voir la patrie de tes ancêtres? On n'est pas très loin de la Palestine. Et Friedrich lui dit, mais je n'en ai rien à foutre, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis allemand. Mais ils se laissent convaincre. Ils vont arriver, en fait, ils vont aller à Yafo. Je ne vous ai pas mis de texte parce que je veux que vous le lisiez dans le texte.
Et il raconte la pauvreté de Yafo, la saleté dans les rues, les mendiants. En fait, tout ce que Theodor Herzl a vu en 1998, quand il a fait son voyage, et Jérusalem aussi était très pauvre et il lui a fait une très mauvaise impression quand il l'a vu. Et c'est ça qu'il raconte. Donc, ils font une visite à Yafo, à Jérusalem. Ils voient que c'est un pays à l'abandon. Et finalement, ils rembarquent et ils vont dans leur île finir leur jour heureux sur cette île perdue. Mais alors, il se passe quelque chose. Il se passe qu'après 20 ans, King's Court décide de rentrer en Europe. Il décide de reprendre le bateau. Il emmène donc Friedrich avec lui en Europe. Ils reprennent le chemin inverse, ils viennent des côtes du sud de l'Afrique. Ils remontent le canal de Suez, ils arrivent à Port Saïd et ils voient une ville entièrement morte. Il n'y a plus de bateaux dans le port, les magasins sont fermés. Et ils demandent, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, écoute, tu te payes notre poire, ça fait déjà un bout de temps qu'il n'y a plus personne ici. Il dit, mais où sont tous les bateaux? Où est le commerce international qu'il y avait il y a 20 ans? Il dit, mais vous sortez où? D'une île déserte? Vous n'êtes pas au courant? Vous ne lisez pas les journaux? Tout le trafic, tout le commerce international ne passe plus par le canal de Suez, il passe par le pays d'Israël, par la Palestine. Si vous voulez voir de quoi il s'agit, allez donc à Haïfa. Et là maintenant, ils prennent donc la route du pays d'Israël, mais pas de Yafo, mais de Haïfa pour voir c'est quoi tout ce bien dont on leur dit de ce pays hyper moderne qui se développe maintenant en Eretz Israël. Et donc ils arrivent à Haïfa et je vous lis maintenant dans le livre, là, je lis un peu des extraits pour que vous voyez un petit peu. Un roulement au-dessus de leur tête leur fit lever les yeux. Par tous les diables, qu'est-ce que cela? S'écria King's Court, en montrant un grand wagon qui circulait en bourdonnant au-dessus des cimes des palmiers et dont les passagers les regardaient d'en haut par les fenêtres. Les roues n'étaient pas sous le wagon, mais en haut sur le toit. Il était suspendu à un câble aérien métallique très fort, le long duquel il glissait. Et David Litvak expliquait, c'est la voie aérienne électrique, vous devez en avoir vu de telles en Europe. Comprenez? Euh, King's Court découvre avec Friedrich Lovenberg, il découvre qu'à Haïfa, les transports en commun, c'est en fait un téléphérique. Alors, si vous connaissez Haïfa, vous connaissez peut-être les télécabines qui sont sur la photo à droite, les trois œufs, là, la télécabine orange qui monte à Stella Maris à l'entrée de Haïfa. Et pendant longtemps, je connaissais ça comme attraction touristique. On va de Haïfa Bat Galim jusqu'à Stella Maris et on redescend. Mais je ne savais pas pourquoi on avait construit ce téléphérique. En fait, cette télécabine à Haïfa a été construite pour réaliser la vision de Herzl. Herzl a vu un téléphérique à Haïfa et donc, déjà il y a 40 ans ou 50 ans, on a construit un téléphérique à Haïfa pour dire, voilà, on a fait comme ce que Herzl avait prévu à Haïfa. Ceux qui étaient avec Midreshet Yehuda il y a 2 ans, on avait pris la nouvelle télécabine de Haïfa. Aujourd'hui, c'est vraiment pas la télécabine touristique, mais la télécabine urbaine qui transporte les étudiants qui vont au Technion ou à l'université de Haïfa sur le mont Carmel, depuis la gare ferroviaire à Bat Gali, pardon, pas de Prutzot à Yotzer, on arrive en train à Haïfa et de là on prend les télécabines. Vous voyez à droite le nombre de télécabines qui sont accrochées, c'est devenu le moyen de transport pour rejoindre le Carmel et Herzl l'avait déjà prévu en 1902 dans son livre. En dessous, vous voyez l'emblème de la Rachbalit, c'est le nom de ce téléphérique de Haïfa, Rachbalit. Je vous le conseille, c'est un très beau paysage sur le port, sur Haïfa, et c'est pas cher du tout, ça coûte le prix d'un billet de bus, d'un ticket de bus. Alors, à partir de Haïfa, pardon, ce que je n'ai pas encore raconté, c'est que quand ils sont dans le port, quelqu'un va les reconnaître. Et, mais c'est Friedrich Löwenberg. Qui c'est qui a reconnu Friedrich Löwenberg sur le port de Haïfa? Vous avez compris. C'est David Litvak, le petit garçon auquel Friedrich Löwenberg a fait l'aumône avant de partir et qui a sauvé en fait cette famille. Et cette famille a fait son alia, comme David l'avait dit à Friedrich que son rêve était d'aller en Eretz Israël. Alors, non seulement ils sont venus en Eretz Israël, mais David Litvak est un des directeurs de la nouvelle société. Il n'y a pas dans le livre de Herzl, ça ne s'appelle pas encore l'État d'Israël, ça s'appelle la nouvelle société. Et un des directeurs de la nouvelle société, c'est David Litvak. Et donc, il se propose bien sûr d'inviter Levenberg et Kunskort chez lui à la maison, dans sa grande villa.
où il habite aussi avec ses parents et Myriam, la sœur que Friedrich avait connue comme bébé. Et il va leur servir de guide. Alors, dans le livre Alt-Neuland, Herzl va visiter Haïfa, il va visiter la Galilée et aller à Jérusalem. Bon, bien sûr, je rappelle que quand il est venu en Israël en 98, il n'a pas été dans le nord. Donc, tout ce qu'il raconte sur la Galilée, c'est une vue de l'esprit, c'est de l'imagination débordante du romancier Théodore Herzl. Et voyons qu'est-ce qu'il nous raconte de la Galilée. Un cri de ravissement s'échappa de la bouche de Frédéric à la vue de ce spectacle inattendu. Sur le miroir lointain de la mer de Génézareth, donc le lac du Tibériade, de grands et de petits bateaux traçaient un sillon lumineux, etc., etc., etc. Ici, c'était Magdala, une petite ville toute neuve, étincelante, charmante, avec ses jardins et ses élégantes maisons. À droite, la photo que vous voyez, c'est Magdala, donc ce village que Herzl nous décrit dans le livre, qui existe déjà. C'est un village agricole qui existe déjà, mais je ne sais pas s'il était comme ça déjà étincelant, charmant avec ses jardins, ses élégantes maisons. C'était encore vraiment le début. Ils avaient devant eux le spectacle d'une vie saine et joyeuse qui leur rappelait les splendides journées de printemps de la Riviera entre Cannes et Nice. Alors voilà que va devenir le pays d'Israël? Ça va devenir aussi beau, aussi élégant que la Riviera au bord de la Méditerranée en France. Alors, je vous ai mis dans la prochaine image, vous avez deux photos. À gauche, vous avez une photo de la Riviera, la Provence en France. Et à droite, le lac du Tibériade, peint par Nahum Goldman. Pardon, Nahum, non, je dis une bêtise. Nahum, ça va me revenir. Donc, le grand peintre de Tel Aviv qui peint, vous voyez, la ville de Tibériade accrochée. Goodman. Nahum Gutman, merci. Donc, on voit Tibériade peinte par Nahum Gutman au bord du lac de Tibériade, avec encore les murailles de Tibériade qu'on voit également. Donc, c'est effectivement très beau. Et Herzl avait vu, il voyait le potentiel du lac de Tibériade, c'est de devenir la Riviera, l'équivalent de la Riviera en Europe. Alors, après, il va vers Jérusalem, et de nouveau, son guide lui dit, nous avons une zone chaude, une zone tempérée, une zone froide, si peu distantes les unes des autres. Au sud de la vallée du Jourdain, ce sont des régions presque tropicales, oui, la vallée du Jourdain, la vallée du Tibériade, c'est subtropical. Sur les côtes harmonieuses de la Méditerranée, c'est l'enchantement de la Riviera italienne et française. Et non loin des grandioses chaînes du Liban et de l'Anti-Liban, au nord d'Israël, le Liban, c'est le Hermon avec la neige, c'est des montagnes de 3000 mètres d'altitude, ce sont les Alpes. Et tout cela, c'est à quelques heures de chemin de fer. Dieu a béni notre pays. Oui, dit Rachid, chez nous, voyager est un vrai plaisir. Rachid, c'est l'arabe local qui se joint à la nouvelle société. On parlera peut-être un petit peu après des personnages du livre Alt-Neuland. Et vous voyez à droite une publicité du ministère du Tourisme israélien. Effectivement, on a Jérusalem, et Tel Aviv, on a l'ancien, le nouveau, on a les plages, on a Eilat, on a Haïfa, on a beaucoup de choses. Et comme dit Herzl, un pays incroyable au point de vue des climats. Maintenant, la prochaine interrogation que vont se poser Friedrich Löwenberg et Kingscourt, mais quand c'est que les Juifs sont rentrés en Eretz Israël et pourquoi l'ont-ils fait? Puisqu'ils se rappellent que 20 ans auparavant, ils ont quitté l'Europe et les Juifs étaient en Europe. Il n'y avait personne en Eretz Israël. Donc, ils vont interroger David Litvak. Voulez-vous dire par là que le retour des Juifs en Palestine a eu lieu? C'est justement ce que je veux dire. Tonnerre, s'écria le vieillard, Kingscourt. Vous avez été chassé d'Europe? David s'expliqua en souriant amicalement. Ne vous imaginez pas que cela s'est passé comme au Moyen Âge, dans les pays civilisés du moins. L'opération n'a pas été sanglante du tout. Vers la fin du XIXe siècle et au commencement du XXe siècle, il était devenu insupportable aux Juifs de continuer à vivre en Europe. Ah, de l'écœurement alors. La persécution fut d'ordre social et économique. Partout les Juifs furent traqués, les hommes d'affaires boycottés, les ouvriers réduits à la famine, les intellectuels exclus des caractères libérales. Donc, Herzl dans sa vision, une très belle vision de la France du début du XXIe siècle. On ne sait pas encore où ça va, mais il n'a pas du tout vu la Shoah. C'est-à-dire que dans tout ce livre est très prophétique. On a vu, il y a les téléphériques, les Juifs sont rentrés, il y a un pays magnifique, mais il n'a bien sûr pas pu imaginer que un des catalysateurs qui a accéléré le retour des Juifs vers Israël,
ce serait la Shoah ou sa fille, il a une fille qui est morte à Theresienstadt. Pardon. Alors, quand il continue à s'enquérir chez David Litvak de la nouvelle société, des façons dont fonctionne cette nouvelle société, donc l'État d'Israël dans le rêve de Herzl, alors il se pose la question pourquoi Myriam, la petite sœur de David Litvak, va travailler, puisqu'elle est prof et qu'il la voit se préparer pour aller au travail. Il dit quoi? Elle est obligée de travailler, elle n'est pas capable de la nourrir. Et David Litvak répond, elle ne travaille pas pour vivre. Je n'en suis pas, grâce à Dieu, à laisser ma sœur manquer du nécessaire. Mais elle a des devoirs et elle les remplit parce qu'elle a aussi des droits. Dans notre nouvelle société, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Alors je rappelle, quand Herzl écrit ça, les femmes n'ont pas encore le droit de vote. Lui, il voit déjà des femmes qui ont le même droit que les hommes. C'est encore tout à fait de l'ordre des chimères. Mais c'est un livre, c'est un roman utopique, effectivement, où il voit un idéal qui, à l'époque, n'existe pas. Et je rappelle que l'État d'Israël était le premier pays à avoir à sa tête une femme Premier ministre. Après, on a connu des Margaret Thatcher et des Angela Merkel, mais la première femme chef d'État, ça a été Golda Meir en Israël. Et j'ai choisi cette photo quand j'ai cherché une photo de Golda Meir sur Internet. J'ai trouvé cette photo parce que je l'ai choisie parce que à cause de ces paroles de Golda Meir qui sont tellement d'actualité dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Hayishuv ha'ivri be'eretz Israël, ilachem ad hasof mamash. Les Juifs qui habitent Eretz Israël se battront jusqu'au bout. Im yelanu neshek lilachem bo, nilachem bo. Si on a les armes nécessaires, on les utilisera. Ve'im lo, nilachem bavanim beyadenu. Et si on n'a pas les armes nécessaires, on se battra avec des pierres et avec nos mains. Alors ça, c'est pour ce qui se passe aujourd'hui où le gouvernement nous explique qu'on ne peut pas faire la guerre au Liban, on ne peut pas faire la guerre à Gaza parce qu'on n'a pas les armes nécessaires. On ne les avait pas en 48, on ne les avait pas en 67, on ne les a jamais eus. Et c'est pas ça qui nous a empêché de gagner les guerres. Et Golda Meir avait dit, si on n'a pas les armes, ben on se battra avec les mains, comme David Ameller qui s'est battu contre Goliath avec une fronde de berger. Alors, je ne dis pas, si on a des missiles et des armes modernes, c'est bien, c'est même mieux. Mais il ne faut pas oublier que Akadosh Baruch Hu, sait nous aider. Birav Obim'at, il a les moyens d'aider qu'on ait les armes ou qu'on ne les ait pas. Alors, la suite de cette nouvelle société, on a parlé maintenant des droits des femmes, c'est les sports. Les Juifs en Europe ne sont pas de grands sportifs. On a peut-être des prix Nobel de chimie, de physique. On en a beaucoup moins de médailles d'or aux Jeux Olympiques. Mais alors voyons ce qui se passe quand ils arrivent et qu'ils voient des enfants jouer. Ils étaient en effet arrivés devant une vaste prairie sur laquelle les essaims de jeunes garçons et de fillettes jouaient des jeux anglais. Ceux-ci au tennis, ceux-là au cricket et au football. L'emploi s'expliqua volontiers. Ce sont les élèves des instituts qui sont établis autour du parc. Alternativement, toutes les classes sortent pour se livrer à des jeux sportifs que nous tenons pour le développement des enfants, pour aussi important que l'étude. Donc là, à droite, la photo que vous voyez, c'est la Gymnasia Herzliya. C'est le gymnase Herzliya qui porte d'ailleurs le nom de Herzl à Tel Aviv et qui va être une des premières écoles modernes dans lesquelles non seulement l'enseignement est mixte, mais aussi on fait du sport. Et là, vous voyez un cours d'éducation physique pour les jeunes filles à l'école Mikvé Israël. Donc ça aussi, Herzl y a pensé dans son livre. Alors, j'ai dit qu'on n'est pas, on est plus doué pour les prix Nobel que les médailles olympiques. Ça change avec le temps. On a aussi maintenant des médailles olympiques. Et de nouveau, lisons un petit peu ce que dit Herzl dans Altneuland. Nous voulons avec cela que notre jeunesse soit vigoureuse physiquement, car en même temps que son esprit, nous cultivons son corps, etc., etc. Euh, Jadis, les jeunes juifs étaient glabres, faibles et peureux. Voyez-les aujourd'hui. L'explication de ce changement est la plus simple du monde. De l'obscur cachot, de la lamentable masure du taudis où ils vivaient, nous les avons conduits à la lumière. Les plantes s'épuisent sans soleil, les hommes aussi. On peut sauver les plantes en les enracinant dans le sol qui convient à leur propre espèce, les hommes aussi. Et donc le peuple juif, le sol qui lui convient, c'est Eretz Israël. Ça, c'est le Kuzari. Rabbi Yehuda Levi parle dans son livre Le Kuzari de la vigne, que la ville a besoin de son terroir pour donner son vin. Et il dit la même chose avec le peuple juif qui a besoin de son terroir. Et ça c'est arrivé. Et de nouveau, j'ai choisi une photo d'un champion olympique
avec sa médaille d'or. Pourquoi? À cause de ce qu'il a annoncé, qui est quelque chose de nouveau incroyable. Yimkor b'mchira pumbit et medayat hazahav v'yitrom leishuvei ha'otef. C'est l'athlète qui a annoncé qu'il allait vendre aux enchères sa médaille d'or et l'argent, il allait l'offrir au village du pourtour de Gaza. Donc, je fais tout le temps des liens avec la situation, bien sûr. Herzl a eu a rêvé d'un État très moderne et j'essaie de montrer où on en est par rapport à ce rêve et aussi où on en est dans la situation actuelle aujourd'hui. Alors, la question suivante va être la question des allocations familiales, des aides sociales et des soins des caisses maladie. Et là aussi, David Litvak va dire, nous secourons les malades en les soignant, les valides en les faisant travailler. Tout cela, nous ne l'avons pas inventé, mais seulement appliqué et perfectionné. La vérité, lui, dans le passé, des organisations de secours, de protection des travailleurs. Chez nous, chacun a droit au travail et par conséquent au pain. Mais il a en retour le devoir de travailler. Nous n'admettons pas la mendicité. Un homme bien portant qui accepterait une aumône serait astreint en punition aux plus durs travaux. Un malade sans ressources n'a qu'à avertir le service de santé. On ne refuse personne. Alors aujourd'hui, on a en Israël la coupe Trolim. Vous savez que tout citoyen israélien, même les résidents temporaires et les travailleurs étrangers et les touristes ont une assurance maladie, ce qui n'existe pas en Amérique pour tout le monde. C'est un des gros problèmes qu'ils ont aux États-Unis. Mais on soigne, tout le monde a le droit aux soins. Et ça, déjà, Herzl, il pense dans Altneuland. C'est une réalité aujourd'hui. C'était un rêve complètement utopique en 1902. Le problème, c'est où va-t-il trouver maintenant les personnels soignants pour tous ces hôpitaux? Et ça, c'est de nouveau incroyable. Pour le recrutement du personnel soignant, nous y avons pourvu par un système d'obligations imposé à tous les membres. Tous les membres, en effet, de la nouvelle société, hommes et femmes, doivent consacrer 2 ans de leur vie à ce service public. Alors, Herzl a aussi inventé le Sherut Leumi. Vous connaissez aujourd'hui en Israël, il y a le Sherut Leumi, le service social qui remplace l'armée pour ceux qui ne font pas l'armée, c'est-à-dire au début, c'était les jeunes filles religieuses qui ne veulent pas faire l'armée pour des raisons de judaïsme et donc, ils font la place, 2 ans de service social dans le Chéotlomi. Ça a été élargi aussi pour les Arabes. Malheureusement, ils refusent. On leur a dit, vous ne serez employés que dans le secteur arabe, dans les dispensaires arabes, dans les écoles arabes, mais ils ne veulent pas beaucoup le faire. Dans le secteur Haredi, il y a de plus en plus aussi qui viennent faire le Sherut Leumi. Et donc, Herzl aussi a pensé à ce Sherut Lomi. À droite, vous avez le logo du Sherut Lomi en Israël. Et regardez ce qui est marqué en gras. Ce passage obligatoire de tous nos jeunes gens dans une fonction publique nous fournit en personnel des ressources inépuisables pour assurer la bonne marche de nos hôpitaux et des œuvres dont l'utilité est reconnue par la société. Donc, nous, on a malheureusement d'abord 3 ans de service militaire, mais dans le système de Herzl, il n'y a pas de service militaire. Pourquoi il n'y a pas de service militaire? Alors, c'est euh, Frédéric Kingscourt qui dit, je comprends, votre armée est faite d'officiers de carrière et de volontaires. J'accepte la comparaison, répondit David, mais seulement à titre de comparaison, car il n'y a rien de plus. Nous n'avons pas d'armée proprement dite dans notre nouvelle société. Quel malheur, Raya Kingscourt. David sourit, que voulez-vous, monsieur? Monsieur Kingscourt, rien n'est parfait sur Terre, même pas notre nouvelle société. Donc, il n'y a pas dans son utopie, il n'y a pas besoin d'armée. On sera accueilli à bras ouverts par les Arabes et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est une société, un modèle de société tellement beau que tout le monde veut l'imiter et on n'a pas de problème de guerre. Je dis que de la même façon que Herzl n'a pas envisagé la Shoah qui va au-dessus prendre sa fille, il n'a pas non plus pensé que l'État d'Israël aurait besoin de se doter d'une armée. Maintenant, je passe. Là, on a parlé j'ai parlé de la société, du fait qu'il faut faire du sport, qu'il y a un système d'assurance maladie, il n'y a pas d'armée, il y a le Lomi. Maintenant, je parlais des réalisations technologiques. Alors, j'ai déjà parlé du téléphérique qui dessert Haïfa. Quelque chose qui est encore en plan et qui n'a pas encore été réalisé, mais que Herzl a déjà vu dans son rêve, c'est le canal de la mer Morte, c'est-à-dire un canal qui relie la Méditerranée à la mer Morte. Et ça permet 2 choses. Ça permet de remplir la mer Morte, parce qu'à l'époque, ce n'était pas le problème. Le problème n'était pas de manque d'eau de la mer Morte. Le problème était que, comme il y a 400 mètres de dénivelé entre la mer Méditerranée et la mer Morte, ça permet de faire des usines hydroélectriques. Et regardez ce que j'ai marqué. On pouvait aussi diriger la puissance développée par le canal de la mer Morte, la puissance développée, l'usine hydroélectrique,
que celle des sources du Liban et du Hermon, c'est-à-dire qu'il y a aussi des stations hydroélectriques sur le Yarden et sur le Litanie. Et alors il dit quelque chose d'incroyable. Les vrais créateurs de la nouvelle terre d'Israël, dit David, ce furent les ingénieurs hydrauliques. Assécher les marais, irriguer les terres arides, et pour cela organiser systématiquement les ressources d'hydraulique, tout était là. Donc l'hydraulique, développer les sources d'eau, assécher les marais et faire de l'électricité, tout ça, ça a permis le développement d'Eretz Israël. Et il en parle déjà dans son livre. Pardon, là, c'est cette photo que je voulais montrer maintenant, qui montre un nouveau projet, parce que le projet d'avant a été abandonné. Vous savez que le projet du canal de la mer Morte, de la Méditerranée à la mer Morte, a été abandonné au profit d'un projet qui relierait la mer Rouge à la mer Morte. On a commencé les essais, c'est pas concluant. Et maintenant, on reparle de faire le canal de la Méditerranée à la mer Morte, exactement comme Herzl l'avait vu. Donc, vous voyez, Ashkelon, il y aura ici il y a l'usine électrique qui existe actuellement, mais il y aura une nouvelle usine électrique qui sera sur le trajet, qui profitera des chutes d'eau pour faire tourner les turbines. Et après, il y aura l'eau désalinisée qui ira et remplir la mer Morte et aller vers le Negev pour l'agriculture. Donc, tout ça aussi, Herzl l'a déjà vu, ça n'existe pas encore. Alors, quand Friedrich Löwenberg et Kingscourt arrivent à Jérusalem, ils voient un bâtiment, un énorme bâtiment, que David Litvak présente comme le palais de la paix. L'imposant palais de la paix occupait tout un vaste quartier. C'est là que se tenaient les congrès internationaux des Amis de la paix et des savants de toutes sortes. Il y a malheureusement encore assez de misère sur Terre et seuls les efforts de tous mis en commun peuvent les adoucir. Le palais de la paix est admirablement ordonné pour grouper de tels efforts. Lorsque, par exemple, une catastrophe se produit quelque part dans le monde, un incendie, une inondation, une famine, une épidémie, immédiatement, on en est informé par télégramme. Et il y a toujours ici un fonds de réserve qui centralise les dons et les demandes. Vous voyez que Herzl a inventé l'ONU. À son époque, il n'y a même pas encore la Société des Nations. La Société des Nations va être créée après la Première Guerre mondiale. Il y a déjà la Croix-Rouge, mais pas encore la Société des Nations ni l'ONU. Et Herzl voit la place normale de l'ONU à Jérusalem. Je dis toujours, quand l'ONU est à New York et le high-tech à Jérusalem, le monde se porte mal. Un monde qui se porte bien, c'est un monde où le palais de la paix, où l'ONU se trouve à Jérusalem, avec aussi la Cour internationale de La Haye, et les goïms s'occuperont de technologie. Nous, on s'occupera des valeurs morales. C'est le rôle que la Torah nous donne. Vatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. On a reçu la Torah en Mont Sinaï pour enseigner la morale à l'humanité. Les nations s'occuperont, yesh chokhmah bagoyim ta'amin. Leur rôle, c'est de développer la technologie. Quand on est dans l'inversion et que les nations nous fixent quelles sont les valeurs morales et nous, on fait de la technologie, alors le monde est dans l'état dans lequel on le voit actuellement. Donc, pour Herzl, l'ONU, le palais de l'ONU est à Jérusalem. Alors, il y a un autre bâtiment énorme à Jérusalem. Je lis de nouveau dans le texte à gauche. Cependant, toujours, leur regard revenait à la vieille ville, au centre du tableau. Devant eux, de l'autre côté du Cédron, elle s'étendait dans l'éclat du soleil de l'après-midi. Et cette vue à elle seule était une fête. Maintenant, ils s'informaient d'une puissante et magnifique construction qui brillait blanche et dorée, sa terrasse soutenue par des colonnes de marbre, ou plutôt par une forêt de colonnes aux chapiteaux dorés. Frédéric éprouva une émotion singulièrement intense lorsque David dit, c'est le temple. Alors là, on arrive dans un autre registre. Non seulement on est dans les constructions à Jérusalem, où on a les institutions comme le Palais de la Paix, mais Herzl, vous vous rappelez Herzl, le mécréant, Herzl, le juif éloigné de la foi de ses pères, Herzl, le faux Messie, dans son livre Altenland, le plus grand bâtiment de Jérusalem, c'est le temple. Ah, on n'y a pas pensé. Il faut lire Altenland. Alors, maintenant, je voudrais vous présenter quelques personnages du livre de Herzl, de Altneuland. Alors là, le personnage que je vous montre maintenant, je lis le texte. Un des messieurs qui était avec elle portait la redingote noire sans revers des pasteurs anglicans. C'était le révérend William Hopkins, vicaire de la paroisse anglaise de Jérusalem. Il avait une longue barbe blanche de prophète, de beaux yeux bleus pleins de rêves, etc., etc. Il s'amusa beaucoup du profond étonnement de King's Court, qui au premier abord l'avait pris pour un mégarde pour un juif. Alors, comme la plupart des personnages de Altneuland, le révérend Hopkins, il existe. Il ne s'appelle pas Hopkins, il n'est pas anglais. Il s'appelle Hechler et il est allemand. Vous le voyez à droite, la photo.
Effectivement qu'il a une grande barbe, à l'époque encore pas blanche, mais une grande barbe. Herzl dit une grande barbe de prophète, on pourrait dire une grande barbe à la Herzl. Et William Herschler, c'est un pasteur un révérend très intéressant parce qu'il va soutenir les démarches de Herzl. Il va se mettre à son service, il va lui obtenir des entrevues avec les personnages importants en Allemagne pour rencontrer le Kaiser. Et le pasteur Claude Duvernois lui a consacré un livre, à lui et à Herzl. Et le livre s'appelle, vous voyez à gauche la couverture du livre, je vous conseille aussi de lire ce livre, il est incroyable, Le prince et le prophète. Alors, qui est le prince? Le prince, c'est Herzl. Qui est le prophète? Hercler. Hercler qui se sent investi d'une mission d'être le prophète qui annonce le prince, le roi qui va être le roi Messie, qui va ramener les Juifs au pays, etc. Donc Herzl qui avait de grands déboires avec les Juifs qui le rejetaient parce qu'il les sortait de leur zone de sécurité là, en Europe et qui voulait les emmener dans ce pays chaud et sous-développé. Et c'est un révérend allemand, William Herschler, qui le soutient. Et donc, dans le livre, il inclut le révérend Hopkins, qui est de nouveau un grand supporter du projet de la nouvelle société. Un autre personnage du livre, euh, je vous lis dans le texte à gauche, pendant ce temps, Myriam expliquait à voix basse aux étrangers qui était ce rabbin à la barbe fournie. Il était arrivé dans le pays avec les premiers immigrants. Cette plaine si fertile aujourd'hui était alors stérile. Rabbi Samuel était devenu le consolateur et le pasteur des habitants de Neudorf. Neudorf, dans le ville, c'est un village agricole, qui pour la plupart étaient venus de Russie et avait entrepris de défricher cette vieille terre. Il fut et il resta le seul rabbin de campagne et refusa de quitter sa communauté, quoiqu'il ait été plus d'une fois sollicité par des communautés plus importantes des villes. On le vénérait pour sa piété et pour la sagesse des sermons. La partie orientale du village où se trouvait la petite maison du rabbin s'appelle le jardin de Samuel. Alors, de nouveau, quand on lit Altenheim, c'est très sympathique. Il y a un rabbin très sympathique qui est avec les immigrants. Il s'appelle Samuel, etc. Si on connaît l'histoire, et je vous renvoie à une conférence que j'avais faite il y a 3 ans, vraiment une des premières conférences, qui parlait de la Shemitah à Maskeret Batia, où là-bas, c'était un rabbin, le rabbin de Bialystok, le rabbin Shmuel Moaliver, qui avait encouragé les Juifs à rentrer au pays à faire de l'agriculture. Rav Shmuel Moaliver, que Herzl appelle le premier sioniste et qu'il a d'ailleurs invité pour ouvrir le premier congrès à Bâle. Le Rav Shmuel Moaliver n'est pas arrivé au congrès parce qu'il était déjà très malade de la maladie qui allait l'emporter un an plus tard, mais il a envoyé une lettre qui a été lue par son fils, qui a ouvert le premier congrès de Bâle. Donc il y a eu effectivement ce rabbin, le Rav Shmuel Moaliver. Donc vous voyez que dans le livre de Herzl, dans Altenheim, il y a un rabbin qui s'appelle le Rav Shmuel. Et ce qui est très sympathique, c'est qu'en bas, il y a marqué que là où se trouve la maison du rabbin s'appelle le jardin Samuel. Le jardin Samuel, pour ceux qui connaissent, c'est un kibbutz aujourd'hui en Israël qui s'appelle Gan Shmuel. Vous voyez son logo à droite, kibbutz Gan Shmuel. Et puis en dessous, l'entrée du kibbutz, l'entrée, Tafresh Pe Bet, 1922, Gan Shmuel. Gan Shmuel. Ce, est-ce que je sais pas? Non, non. Tafresh Membet, pardon, c'est en 1882. On a fait Non, c'est pas possible. Non, c'est 1922. Tafresh Pebet. On a créé, en fait, à l'époque, c'était pas un kibbutz, c'était un village, c'était une ferme agricole qui produisait des hétrogim et qui a été édifiée, qui a été construite en l'honneur du Rav Shmuel Moaliver pour lui rendre hommage. On a construit cette ferme qui produisait des hétrogim. Et donc, on a nommé Gan Shmuel, et déjà dans le livre de Herzl, il y a Gan Shmuel. Donc, je me suis trompé, c'est oui, en 82, puisque en 1922, Herzl lui aussi est déjà décédé. Donc, le Gan Shmuel a été construit en 1882, je sais pas trop, la ferme, et elle porte le nom de Rav Shmuel Maliver. Et donc, vous voyez que dans le livre, le rabbin s'appelle Rav Shmuel, et Gan Shmuel est également cité. Donc, il y a beaucoup de décryptage à faire dans le livre pour comprendre qui sont les personnages que Herzl met en scène, qui sont dans la réalité. Et il y a beaucoup de choses, qui sont du domaine du réel. Euh, alors, ensuite, il y a un chapitre entier dans le livre qui va nous parler de la fête du Seder.
Un Seder très spécial où ça a invité beaucoup de gens, les chefs de la nouvelle société, mais il y a aussi un ingénieur, il y a un arabe, il y a beaucoup de monde. Ça permet à Herzl de faire une grande discussion, de mettre en sorte, chacun va expliquer le retour d'Israël le long de la Haganah. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment Herzl raconte le Seder dans son livre. Alors regardons. L'antique et belle cérémonie du Seder commença. La première coupe fut emplie et le père de famille prononça la prière du Kiddush, action de grâce pour les fruits de la vigne et pour les autres bienfaits dont Dieu avait comblé son peuple. Éternel notre Dieu nous a fixé un temps pour la joie, et puis bon, il y a le texte transcrit, traduit du Kiddush. Pourquoi je l'ai mis dans cette conférence? Parce que, je rappelle, Herzl, le mécréant, Herzl qui ne connaît rien au judaïsme, Herzl qui n'a aucune racine juive, aucune fibre juive, il a mis dans sa Haggadah, dans son livre, pardon, il raconte le Seder, un Seder tout à fait traditionnel. Et le Seder, c'est peut-être la fête la plus fêtée en Israël, qu'on fête chez les Juifs plus religieux, moins religieux, Ashkenaz, Sepharad, nouveaux immigrants, anciens immigrants. C'est la fête, le Seder en Israël, c'est la fête la plus fêtée. Mais si vous êtes dans les kibbutzim, par exemple, vous avez à droite une agada du kibbutz, Manishtana halayla ze mikol alelot, shevechol alelot, anu mesubim, horim, lechud, viladim, lechud, halayla ze kolom mesubim, horim, viladim, avot, banim. Vous voyez qu'il y a un nouveau texte. C'est-à-dire que dans les kibbutzim, on a gardé la soirée du Seder, on a gardé la Haggadah, mais on a mis des textes composés par le kibbutz et qui répondent à la vision du kibbutz et pas du tout le texte traditionnel de la Haggadah. Herzl, ce juif assimilé, soi-disant sans aucun rapport, lui, quand on lit le Seder, c'est un Seder entièrement classique, orthodoxe, comme on le connaît. Et je vais un instant encore plus loin, regardez, parce que si Levenberg et Kingscourt se promènent en Israël, eh ben, va arriver un moment où ça va être Shabbat. Et comment est-ce que Herzl envisage le Shabbat dans son État d'Israël? C'est pas le dimanche. Et c'est un juif européen, assimilé, pourquoi pas dimanche comme tout le monde. Beaucoup le voudraient en Israël. Mais lisons comment se présente le Shabbat dans le livre Alt-Neuland. Ce fut un vendredi soir. Frédéric Levenberg marchait devant Myriam, David et Sarah les suivaient. Ils vont en fait au temple. Ok. Ils traversaient des rues magnifiques qui leur étaient apparues à midi encore très animées. Maintenant, subitement, bizarrement, toute cette activité se ralentissait, s'arrêtait. La circulation des voitures diminuait aussi. Et partout les magasins se fermaient. Le Shabbat tombait lentement et solennellement sur la ville, auparavant si bruyante. Et les dévots se rendaient en foule aux synagogues. Ça, c'est Herzl. Herzl, le mécréant. Herzl, l'athéiste. Herzl, le juif sans aucune fibre juive. Alvaï qu'on ait un Shabbat comme il le décrit dans Al-Flailan en Israël. Et c'est pour ça que je dis, il faut relire Hendel pour comprendre qui était Herzl. Herzl, c'est quelqu'un qui a une profonde culture juive, un profond amour pour le peuple d'Israël et sa culture et la Torah. Même si peut-être que lui-même ne faisait pas Shabbat, ça je ne sais pas. Mais le peuple juif respecte le Shabbat parce que c'est le peuple juif. De la même façon, je vous ai mis à droite un texte d'un auteur israélien très connu, et je vais vous lire quelques lignes. מן הצורך לצרוך ככרוכיה היום-יום על סילוק השכינה וסילוק הדעת מצער ישראל. Il faut s'élever contre le rejet de la Shrina et les erreurs des jeunes d'Israël. Puisque tu as peur de mon respect, de mon honneur à moi, mutable kulchem lachus al kvod konchem, il vaudrait mieux que vous respectiez votre créateur, bal kvod Eretz Israël, et respecter le pays d'Israël, ce pays que vous profanez, euh, etc., etc. Et je lis après. Eretz Israël, bli Shabbat, l'odiban, et le pays d'Israël ne se construira pas sans le Shabbat. Et la Techareb, ce sera une destruction. Vekol amalchem yeloto, toute votre construction, tout votre labeur tombera en désuétude. Vous ne pouvez pas faire Eretz Israël sans Shabbat. Am Israël, lo yevater l'olam ala Shabbat. Le peuple d'Israël ne renoncera jamais au Shabbat, etc., etc. Qui c'est qui écrit ça? Quel est le rabbin qui écrit ce texte? Je vous donne la signature. Birchvod Rav, Chaim Nachman Bialik. Chaim Nachman Bialik, le grand poète national, qui n'était pas connu pour son grand respect du Shabbat, qui n'était même pas connu pour son respect d'autres choses qu'il ne respectait pas, mais qui a dit que le Shabbat, c'est un fondement du judaïsme. On ne peut pas envisager de créer l'État d'Israël en profanant le Shabbat. Alors c'est évident pour Chaim Nachman Bialik, c'est évident pour Herzl, et on n'a pas besoin d'être rabbin Amia Sharim pour comprendre que Eretz Israël, le Shabbat, c'est pas des choses qui s'opposent, au contraire, c'est des choses qui se complètent. Le peuple juif
Eretz Israël et le Shabbat, ça va ensemble. Et Herzl, dans son livre, l'a compris. Et je pense que c'est pour ça, moi, c'est important de ce livre, parce que d'abord, c'est incroyable de voir à quoi ce que Herzl a imaginé, mais aussi voir qui était Herzl, et ça donne une image un petit peu différente du personnage. Alors là, je vous donne la fin du livre de Herzl. Ça se passe le soir du Seder. Ils sont tous en train de discuter de la nouvelle société. Et ils discutent comment on en est arrivé à cette réalisation incroyable de ce retour des Juifs à cette nouvelle société qui est tellement réussie, tellement extraordinaire, etc. C'est donc en harmonie avec les pensées de tous que Frédéric Löwenberg posa une question à laquelle chacun répondit à son tour et chacun à sa manière. Voici quelle était la question posée. Nous voyons ici une nouvelle société, plus heureuse, une forme de vie sociale. Qui donc l'a créée? Le vieux Litvak, donc le père de David Litvak, dit la nécessité. Lui, c'était le colporteur qui a quitté l'Europe. L'architecte Steineck dit le retour à l'unité du peuple. King's Court, ça c'est le riche américain excentrique là, qui a emmené Löwenberg sur son île, le nouveau moyen de transport. Ben oui, dans le livre, il y a des trains, il y a, des trains, il y a le train, il y a le tram, il y a les téléphériques, les voitures, etc. Le docteur Marcus dit la science. Joël Lévy, la volonté. Le professeur Steineck dit les forces de la nature. Le révérend Hopkins dit la tolérance mutuelle. Reshid Bey, ça c'est l'arabe qui fait partie de la nécessité, dit la confiance en soi. David Litvak dit l'amour et la souffrance. Mais le vieux rabbin Samuel se leva solennellement et dit Dieu. Fin du livre. Ça, c'est le livre de Herzl. De nouveau, un mécréant, apostat, athéiste, il comprend rien au judaïsme. Il finit son livre. Dernier mot du livre, c'est Dieu. Que toutes ces réalisations, c'était grâce à Dieu. Et qui c'est qui l'annonce? Le vieux rabbin Samuel, on en a déjà parlé, le rabbin Shmuel Maliver. Alors, qui était Herzl? Je vous montre une caricature de Dosh. Dosh, c'est le grand caricaturiste israélien. Regardez la caricature, je trouve qu'elle est géniale. À droite, vous avez la photo de Herzl avec sa grande barbe. Et à gauche, vous voyez la caricature. Vous voyez un juif haredi qui essaie de mettre une kippa à Herzl parce que vraiment, il n'est pas assez religieux. Il faut faire un Herzl un peu plus religieux. Et vous voyez un Chiloni qui lui coupe la barbe parce que vraiment ce Herzl il est trop religieux et il est temps qu'il devienne pas du tout religieux. Donc c'est ça, chacun essaie de se façonner un Herzl qui lui ressemble. Dans les kibbutzim, Herzl est devenu socialiste alors il était bourgeois capitaliste. Chacun essaie de se tailler Herzl. Herzl c'était quelqu'un d'assez extraordinaire et qui avait peut-être pas toutes les mitzvot comme le Shulchan Aruch l'écrit, mais qui avait une conscience juive absolument extraordinaire. Et quelqu'un qui met en scène ce rabbin qui finit le livre ne peut pas parler de quelqu'un qui est en dehors du judaïsme, en dehors de la Torah. Alors, ce livre est finalement devenu un symbole de l'espoir, de la défense du peuple juif. Vous voyez ces dessins de Lilien, qui était le grand dessinateur de l'époque. On voit l'ange là qui annonce un vieux juif qui est dans les barbelés du ghetto. Il lui dit, voilà, il y a le soleil qui brille dans l'agriculture, va vers Israël et réaliser en fait ce que Herzl décrit dans ce livre. Et dans ce livre, il l'a terminé. Il avait commencé le livre, la préface du livre, Im tirtsu enzo haggadah. Si vous le voulez, tout ce que je vais vous raconter, ce ne sera pas une légende, ce ne sera pas un conte. Voilà ce qu'on pourra réaliser. Alors, vous voyez à droite Herzl sur le pont à Bâle et une caricature à Jérusalem. Aujourd'hui, Herzl sur le pont du tram à Jérusalem avec la ville moderne derrière lui. Euh, je pourrais finir, je vais avoir deux courts extraits du film. Quand vous allez au musée Herzl, il y a un musée Herzl à Jérusalem, au mont Herzl, il y a un centre Herzl, un musée Herzl, la tombe d'Herzl. Et là-bas, il y a un film à la fin. Et je vous ai mis deux petites séquences du film. Alors, la première, c'est l'ouverture du film. L'empereur allemand et le sultan n'ont pas honoré leurs promesses. Je n'ai plus personne à qui m'adresser. Alors j'ai écrit Alten Island, pays ancien, pays nouveau, pour prouver à moi-même et aux autres que mon idée d'État juif était réalisable. Dans mes rêves, le sionisme prévaut, la question juive est résolue et la terre d'Israël devient une société modèle pour toute l'humanité. Son économie est prospère, sa culture florissante et ses habitants sont très solidaires. Mais les réalités flétrissent tous les rêves, pour le meilleur et pour le pire.
Je sais que vous êtes en proie à des difficultés journalières, à des fractures sociales de plus en plus graves, aux conséquences dévastatrices de la guerre, que vous avez des inquiétudes pour l'avenir. Dans le tourbillon où vous vivez à l'heure actuelle, tout va très vite. Nous n'avons pas le temps de réfléchir à ce que nous voulons, ni à ce qu'on nous propose. Mais si vous vous arrêtez un moment et que vous réfléchissez à ce qui vous arrive, vous comprendrez que vous êtes en plein miracle. Un miracle en devenir. J'ai écrit un livre et vous avez créé un État. Un État juif qui n'est pas une invention littéraire, mais un État vivant, dynamique, reconnu dans le monde entier. Bien, ça c'était le début du film, mais ça c'est l'ancien film. Il y en a déjà eu deux nouveaux. Il y a eu la version de 2020 et maintenant ils viennent d'en faire une nouvelle il y a quelques mois. Aujourd'hui, quand je vous contemple, je peux dire que vous m'avez ouvert des horizons auxquels je n'avais pas pensé, pas même en rêve. Arrêtez-vous un instant et regardez en arrière. Vous découvrirez que les gens se sont toujours plaints, qu'ils n'ont pas toujours été tolérants, que rien ne se réalise en un tour de bras. Tout cela n'était possible que grâce à la foi. Un acte de foi. J'ai posé les fondations, vous avez érigé le premier étage. Continuez à présent. Il reste des étages à bâtir, des wagons à ajouter à notre train de rêve. Je l'ai déjà dit il y a longtemps. Tous les exploits humains ont débuté par un rêve et c'est le rêve qui les réalise. Si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve. Bien. Alors, si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve, pardon. L'empereur allemand. Pardon. Effectivement, puisque David Ben-Gurion proclame l'État d'Israël sous le portrait de Herzl à Tel Aviv. Et la fin du livre, c'est ça. Puisque j'ai dit que le début du livre, c'était Im tirtzu enzo agada. Si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve, ce ne sera pas une légende, ce ne sera pas un conte. Veim lo tirtzu. Mais si ne vous le voulez pas, אז הנה הדבר אשר סיפרתי לכם הוא אגדה ונשאר אחדה. Mais si vous ne voulez pas, alors ce que je vous raconte, c'est une légende et ça restera une légende. Mais rappelez-vous une chose, que toutes les grandes réalisations des hommes commencent par des rêves et reviennent à la fin vers des rêves. Alors, la dernière diapo que j'ai dans cette conférence, c'est un texte du Rav Moshe Tzvi Neria qui dit Gdolim acholmim chalomot gdolim, grands sont ceux qui ont des grands rêves. Vofrim chalomot limtziut, et qui transforment leurs rêves en réalité. Gdolim haoskim b'maasim ktanim, et grands aussi sont ceux qui font des actions tout à fait ordinaires au jour le jour. Vofrim hamaasim ligdolim, et ces actes deviennent des grands actes puisque chacun transporte une truelle de terre et après on finit par construire la ville de Tel Aviv. Alors, ce que j'ai voulu raconter, c'est l'histoire d'un rêve. Parce que je trouve que ce bouquin est, à mon sens, un bouquin génial. Je vous encourage à le lire. Malheureusement, il est très dur à trouver. Et c'est pour ça que, pardon, là vous avez la tombe de Herzl. Alors je commence pourquoi la tombe de Herzl? Parce que le Yahrzeit de Herzl, c'est dans une dizaine de jours. Et donc, dans le cadre des balades que je propose tout le temps sur mon WhatsApp Balade avec Ariel, je pense que la prochaine balade va nous amener au Mont Herzl. On va essayer de développer ce que j'ai commencé dans cette conférence. On ira vers la tombe d'Herzl, les tombes de sa famille, le panthéon du sionisme, le musée, etc. Donc, je pense, suivez les publications sur les balades avec Ariel. Il y aura Bezrat Hashem la semaine prochaine ou la semaine d'après, une balade au Har Herzl pour développer tout ce dont on a parlé maintenant. La deuxième chose, c'est ce livre Alt Neuland en français qui n'existe plus. J'étais au Mont Herzl il y a quelques mois et je leur ai demandé, parce qu'ils vendent le livre en hébreu, en anglais, en espagnol, je leur ai dit, moi je dois l'acheter en français parce que le mien
Je l'ai en français dans une autre édition, mais qui tombe en morceaux. Je l'ai trop utilisé, il se disloque, il perd des pages. Et donc, je leur ai demandé pourquoi vous ne le vendez pas en français. Ils m'ont dit, mais parce on ne trouve pas. Alors, effectivement, j'ai fait je vais vous aider. J'ai fait une recherche sur Internet. Effectivement, toutes les éditions sont épuisées. Et même chez les bouquinistes, je suis allé chercher sur Internet, chez les maisons d'édition et chez les bouquinistes. J'ai réussi à trouver un exemplaire au Canada. Bon, c'est pas grand-chose, on va pas loin avec ça. Et donc, je me suis intéressé à la question, comment est-ce qu'on peut rééditer le livre? Et je suis en contact avec Natania Etienne, je ne sais pas si elle est avec nous dans le Zoom ce soir, je lui ai envoyé le lien, qui a donc une maison d'édition et qui avait édité cette édition d'édition du Marais, Theodor Herzl Altneuland. Et ce qui va se faire, c'est que je suis en train je suis en pourparlers avec Natania et avec son éditeur, on va apparemment rééditer le livre. Pour l'instant, il faut faire un peu de travail parce que l'hébreu, c'est une traduction un petit peu archaïque, il y a quelques erreurs de traduction. Alors, je suis en train d'essayer de faire des corrections sur la traduction. Et quand ce sera prêt, on vous le fera savoir. Je vous invite à l'acheter. Je vais peut-être faire une souscription. Vous connaissez aujourd'hui en Israël, il y a ce qu'on appelle Head Start sur Internet où on propose des projets qui ne sont pas à réaliser où en fait les gens souscrivent pour qu'on ait la mise de fonds pour réaliser le projet. Et alors après, bien sûr, vous achetez le livre maintenant, déjà maintenant, le payant maintenant, vous le recevez dans quelques mois. Mais avec cet argent-là, on pourra contacter l'éditeur pour refaire changer tout ce qui a changé et en payer les frais. Donc, ceux qui sont intéressés, de nouveau, suivez-moi sur Conférence avec Ariel ou Balade avec Ariel. Vous y verrez et les balades et la publication de la souscription pour le livre quand je vais la lancer dans les jours qui viennent. Et je vous invite à souscrire et à vous réserver un exemplaire du livre Altnoël. Encore mieux, réservez-en deux ou trois que vous pourrez offrir à des amis parce que je pense que c'est effectivement un livre incroyable. Voilà, fin de la conférence et je vais couper ce qu'on coupe. Voilà. Merci Ariel, c'était magnifique, passionnant. Bon, j'ai des questions bien sûr, mais je laisse la parole au